Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ouverture demain lundi de la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative du Compact avec l'Afrique. Le président Alassane Ouattara arrivé à Berlin pour ce sommet s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux personnalités ont parlé du renforcement et la diversification des relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. La Belgique a célébré la fête du roi le 15 novembre et donc une journée particulière pour les Belges depuis 1866. L'événement a également marqué ici en Côte d'Ivoire. L'ambassade de la Belgique a commémoré cette fête en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et plusieurs membres du gouvernement. À Boisseau, plus de 62 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés saisis. Les douanes ivoiriennes ont ensuite mis le feu à ces produits. Une opération saluée par plusieurs cadres de la région du Sud Como, un coup de filet qui permet de protéger les populations contre ces médicaments contrefaits. La France prête à accueillir des enfants blessés de Gaza dans ses hôpitaux. L'Organisation mondiale de la santé a mené une mission à Al-Shifa. L'OMS a décrit le plus grand hôpital de Gaza comme une zone de mort. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Berlin ce dimanche à l'invitation du chancelier allemand Olaf Scholz. Il va prendre part demain lundi à la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative du Compact avec l'Afrique du G20. Il s'agit de promouvoir les économies africaines auprès des investisseurs des pays du G20 pour mobiliser davantage d'investissements privés à destination de l'Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement vont faire le point sur la mise en œuvre de cette initiative lancée en 2017 sous la présidence allemande du G20. Ils vont également examiner les voies et moyens d'œuvrer au renforcement de la coopération entre les secteurs privés allemands et africains. En marge du sommet, le chef de l'État prendra part à un déjeuner de travail avec le président de la République fédérale d'Allemagne. Là-bas, à Berlin, en Allemagne, le chef de l'État déroule son agenda. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le chancelier allemand. Les bonnes perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, les sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité, le financement des économies africaines et la mobilisation d'investissements privés en faveur de l'Afrique ont été au cœur des échanges. Le chef de l'État et le chancelier allemand se sont félicités de la coopération exemplaire et du partenariat confiant entre leurs deux pays qui se traduira par la signature le 21 novembre prochain d'un nouveau partenariat dénommé Partenariat pour le climat et le développement d'un montant d'environ 550 millions d'euros, dont 100 millions d'euros pour l'année 2023. Ils se sont également réjouis de leur convergence de vues sur les défis mondiaux en matière de sécurité, de lutte contre le changement climatique et de développement des énergies renouvelables. Ici en Côte d'Ivoire, l'ambassade de Belgique a commémoré la fête du roi. La présidente du Sénat, Kandia Camara, et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à l'événement. Cette année, la Belgique met l'accent sur les 10 ans de règne du roi Philippe. Souleymane Doni Songo Abdoulaye Koné. C'est une double célébration, celle des 10 ans de règne de Philippe II et la présidence belge du Conseil de l'Union européenne en 2024. L'événement s'est déroulé à la résidence de l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. Cette année est d'autant plus marquante que nous célébrons les 10 ans de règne de notre roi, le roi Philippe de Belgique. Le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire ont de nombreuses qualités et de nombreux intérêts communs, notamment sur la scène multilatérale. Nous siégerons d'ailleurs ensemble au Conseil des droits de l'homme dans les années 2024 et 2025, mais aussi sur le plan bilatéral. C'est donc à la fois avec fierté et avec humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de Belgique à Abidjan, où ces intérêts communs peuvent le mieux se nourrir et s'épanouir. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a évoqué le renforcement des liens de partenariat entre le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire. La Belgique, dynamique et prospère au sein de l'Union européenne, est un partenaire précieux pour la Côte d'Ivoire dans de nombreux domaines. Je puis à cet égard me féliciter de l'excellent niveau des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays ces dernières années, avec un volume des échanges globaux qui s'établit à 925 milliards environ en 2022. Cela place la Belgique en 4e position
des partenaires économiques et commerciaux de la Côte d'Ivoire. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, le 15 mars, se sont bonifiés au fil des ans. La remarquable participation des hautes autorités ivoiriennes à cette célébration traduit notre volonté commune de hisser la coopération entre nos deux pays à un niveau plus élevé, afin de consolider et de la diversifier davantage pour le bonheur de nos deux peuples respectifs. Commémorée depuis le 15 novembre 1866 en Belgique, la fête du roi est la célébration du souverain, le roi Philippe, mais aussi la loi et la liberté qui constituent le fondement de la nation belge. Les travaux de construction de la première phase de l'Université de San Pedro, bientôt achevés. Plusieurs bâtiments, dont les résidences universitaires, sont terminés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, a visité les chantiers. Voici le reportage de Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bassa-Sandra. Université de San Pedro, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en visite de travail. Adama Diawara, en compagnie de Madani Tall, du groupe Envol, en charge de la construction, et des responsables du BNET et du programme de décentralisation des universités, PDU, a visité successivement les résidences universitaires, déjà opérationnelles ou en voie de finition, les bâtiments des UFR, des ateliers, des laboratoires, d'ingénierie, les salles de TD, la bibliothèque numérique et physique et l'auditorium de 600 places avec rideaux motorisés. Je suis venu avec mes collaborateurs pour visiter l'université et nous assurer qu'effectivement le reste des travaux est achevé ou est presque achevé. Et cela dit, je crois que d'ici 2 mois au maximum, on devrait rentrer en possession du reste des infrastructures de la phase 1 de l'université. Sur San Pedro, sur 4 bâtiments des résidences universitaires, on en a réceptionné 2. Donc nous pouvons héberger 500 étudiants. Il reste 2 autres qui sont en voie de finition. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique voulait également s'assurer que les équipements scientifiques ont bien été reçus. Effectivement, une partie des équipements scientifiques a été reçue. Ces équipements sont actuellement en test pour pouvoir les installer et commencer les travaux pratiques avec les étudiants. La question du château d'eau, qui n'est pas encore fonctionnel, préoccupe également le ministre Adama Diawara. Après la visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les partenaires du projet se sont retrouvés pour un débriefing. Demain s'ouvre le Salon international du contenu audiovisuel et nous avons le plaisir de recevoir le commissaire général du SICA, M. Jean-Martial Adou, directeur de cabinet au ministère de la Communication. Bonsoir, monsieur le directeur de cabinet. Bonsoir, Kolo Touré. Koulibaly. À quoi répond cette initiative? Le Salon international de la communication, le Salon international du contenu audiovisuel est une initiative du gouvernement. Il vise à créer un espace d'échange sur les productions audiovisuelles. Ce salon donc vise à faire la promotion des œuvres audiovisuelles créées par nos producteurs locaux, mais également c'est une occasion pour les créateurs de contenu venus d'ailleurs de faire connaître leurs œuvres et de trouver également acheteurs. Et sur la question, justement, il y a des noms qui sont bien connus dans le domaine de la production sur le continent, qui sont attendus à Abidjan à partir de demain, au SICA. Bien entendu, nous attendons Sidney Galante, nous attendons Akin Tounwa Bonmi, nous attendons Cécile Girardin, que nous connaissons tous, nous attendons bien d'autres noms, des célébrités, des noms qui font autorité dans ce secteur de la production audiovisuelle. Alors, on le sait, cette année est consacrée à la jeunesse. Comment vous pensez que le SICA peut aider les jeunes Ivoiriens à s'insérer de façon socio-professionnelle? Pour apporter une réponse à votre question, je vais me référer à une étude de l'UNESCO, une étude réalisée en 2021 par l'UNESCO dans 54 pays africains. Et cette étude conclut que
le secteur de la production audiovisuelle et du cinéma a créé une richesse évaluée globalement à 5 milliards US de dollars, c'est-à-dire environ 3 000 milliards de nos francs, et a créé, disons, par la même occasion, environ 5 millions d'emplois. Les projections sur une échelle de 10 ans laissent penser que cela va être quintuplé. Cela va être quintuplé. C'est-à-dire que le domaine de la production audiovisuelle et du cinéma est porteur d'emplois. Donc nous travaillons à développer notre secteur de la production audiovisuelle de sorte que demain soit heureux pour nos compatriotes en termes de création de l'emploi. Et en l'occurrence sur le SICA, que gagnent les jeunes ivoiriens? Sur le SICA, les jeunes ivoiriens gagnent d'abord la formation. Le SICA est un espace, disons, à deux versants. Il y a le marché, disons, qui est un cadre d'échange entre producteurs audiovisuels et distributeurs. Il y a également le cadre, disons, le deuxième versant du SICA qui offre l'opportunité à nos jeunes de venir, de toucher du doigt, de venir à la rencontre des personnalités qui font autorité dans ce secteur de la production audiovisuelle. C'est pour ça qu'il y a les masterclass qui sont prévus. Absolument. Il y a surtout ce concours de pitch sur le projet de contenu qui est destiné aux jeunes. Oui, il y a ce concours de pitch qui vise, disons, à décerner aux meilleurs talents jeunes un prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Ce concours, bien évidemment, vous l'avez bien noté, vise à encourager la jeunesse porteuse de projets à aller, disons, à mieux faire, à réaliser effectivement ces projets en manque de financement qui, disons, sont de bons projets. Et au sortir de ce salon, qu'est-ce que vous attendez de façon concrète? Au sortir du salon, nous attendons d'abord que nos compatriotes qui ont l'habitude, disons, de fréquenter ces salons, qui voyagent pour prendre part à ces salons, viennent effectivement. Nous attendons qu'il y ait un engouement des professionnels, disons, pour ce salon. Il y a évidemment des réflexions qui vont être nourries au cours de ce salon. Il y aura des conclusions, bien entendu. Le gouvernement en tiendra compte pour les réformes à venir du secteur de l'audiovisuel de façon générale, la production audiovisuelle de façon spécifique. Et puis il est prévu également des projections de films, notamment celui que la RTI a produit sur Dadier, un homme de liberté. Oui, absolument. C'est l'occasion de saluer la RTI pour sa contribution positive dans le cadre de l'organisation de ce salon. Effectivement, je confirme qu'il y aura, disons, ce film projeté pour la première fois, disons, et produit par la RTI, ce film sur Dadier, Bernard Dadier, que nous attendons tous. Et donc demain, cérémonie d'ouverture, et puis sur les autres jours, il y a les différentes articulations de ce SICA. Est-ce que vous pouvez revenir sur le programme brièvement? Demain, cérémonie d'ouverture par M. le ministre de la Communication et Mme le ministre de la Culture. Il y aura, disons, le marché, comme je l'indiquais tantôt. Il y aura également les différentes conférences demain. Et le mardi, il y aura, disons, ce programme va se poursuivre à travers des conférences et le marché de rencontres entre producteurs et acheteurs. Et le troisième jour, pour joindre l'utile à l'agréable, il y aura la visite touristique du plan lagunaire abidjanais et des zones d'attraction touristique. Sait-on jamais, ça peut susciter des vocations de tournage. Oui, pourquoi pas. Merci, monsieur le commissaire général du SICA, monsieur Jean-Martial Adou, directeur de cabinet au ministère de la Communication. Et rappelons que demain s'ouvre le SICA, le salon du contenu audiovisuel, ici à Abidjan. Merci, monsieur le directeur de cabinet, d'être passé. Et nous allons aller à Boisseau. Plus de 62 tonnes de faux médicaments saisis. Les douanes ivoiriennes mettent le feu à ces produits. Une opération saluée par plusieurs cadres de la région du Sud Comoué. C'est Forazegui. 62 704 tonnes, c'est le nombre total de produits médicaux incinérés par le service régional des douanes d'Aboisseau.
Ces produits de qualité inférieure et falsifiés sont essentiellement composés de liqueurs en sachet, de médicaments, de produits éclaircissants, d'insecticides et de sachets plastiques. Ces marchandises ont été saisies grâce à une ordonnance du président du tribunal de première instance de la ville d'Aboissou. Au-delà des drogues que nous connaissons, les enfants fabriquent eux-mêmes des produits pour consommer et se trouver à des seconds états. Et donc cette lutte-là doit permettre à notre pays, surtout permettre à notre région de lutter contre la drogue en milieu scolaire. L'incinération de ces produits dangereux est le résultat de la synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité et les douanes ivoiriennes. Cette opération qui contribue considérablement à sauvegarder la santé et la vie des populations est fort appréciée par plusieurs personnalités, notamment le directeur régional de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique du Sud Comoé. S'il y a incinération, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait au départ. Et j'encourage toutes les forces vives de la nation, que ce soit le FDS, la population surtout, à s'associer à la douane. La douane ne fait pas son seul travail, elle fait le travail de tout le monde. Je voudrais féliciter monsieur le directeur régional des douanes parce que chaque fois qu'il y a une incinération, cela montre et cela marque que le service en question ne regarde pas un autre intérêt que l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt des populations. Les douanes ivoiriennes ont pour mission de protéger les populations en empêchant l'entrée sur le territoire ivoirien des produits prohibés. Et ce 13h dans le Dimanche Magazine, Emma Guivier a reçu le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Ils ont parlé de la lutte contre le diabète en Côte d'Ivoire, l'évolution, la prise en charge et le comportement adopté pour prévenir la maladie. Voici un extrait de l'entretien. Avant 2012, tous nos parents de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se rendaient sur Abidjan pour se faire prendre en charge du diabète. Et au niveau de 2 sites principaux, l'Institut national de santé publique, où est le centre antidiabétique, et puis le service d'endocrinologie et diabétologie situé au CHU de Yopougon. Et depuis 2012, il y a eu une politique de décentralisation des soins qui a été mise en place. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 38 unités de prise en charge du diabète, je vais dire de l'adulte, réparties sur l'ensemble du territoire national. Et au niveau du découpage du ministère de la Santé, il y a 33 régions sanitaires. Et il y a au moins une unité de prise en charge dans 20 régions sanitaires sur 33. Pour les enfants qui souffrent de diabète, il y a 20 centres de prise en charge du diabète de l'enfant et de l'adolescent au sein de ces structures de prise en charge. Le médecin qui est dans chaque zone a des directives nationales de prise en charge. L'accès aux médicaments est effectivement assuré par le biais de la nouvelle pharmacie de la santé publique. La localité de Doukoulou-Palignois a connu un conflit intercommunautaire le 26 octobre dernier. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité était ce week-end dans le village. Miss Belmondo a rencontré les chefs et la population. Elle a appelé à préserver la paix et le vivre ensemble. Michel Mambo. Apporter la compassion du gouvernement aux parents des victimes du conflit intercommunautaire survenu le 26 octobre dernier et leur passer, à eux et à toute la population, un message de paix et de tolérance. C'est le sens de la visite de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à Doukoulou-Palignois. Le gouvernement ne part pas là où il y a des troubles, là où il y a des conflits. Le gouvernement ne part pas là où c'est une seule personne qui parle. Le gouvernement parle là où nous avons la solidarité, l'union des fils et filles. Le gouvernement parle là où nous savons que si nous déposons un bien, il devient bien communautaire où toute la communauté prendra soin de ce bien-là. Je vais vous demander de taire les querelles. Un message fort bien accueilli par la chefferie traditionnelle qui a salué l'intérêt que porte le gouvernement à cette localité située à 10 km du département de Gagnoa. Merci pour tous les dons que vous avez faits. Et je voulais surtout vous dire merci pour votre discours. Et je souhaite que les gens aient compris ce discours. Nous mettrons tout en œuvre
que le calme revienne définitivement. Aux jeunes, Miss Belmondo Dogo a demandé de se départir de la violence et de s'approprier le programme jeunesse du gouvernement, opportunité pour leur réussite socio-professionnelle. Chers chefs, aidez-nous à leur parler parce qu'on ne peut pas les occuper de force. On reviendra ici avec le dispositif, mais il leur revient en retour de capter ce qui sera présenté par le ministère de la Jeunesse, qui pilote tout ce qui est fait en termes d'emploi jeune. Pour rappel, le conflit intercommunautaire du 26 octobre dernier à Dougrou-Palegnois a causé 2 décès et de nombreux dégâts matériels. Il y a un intérêt supérieur, un intérêt général, et c'est connu, les Ivoiriens aiment et adorent leur pays, la Côte d'Ivoire et son tricolore, orange, blanc et vert. Dans la région de la Marawi, une ONG a décidé de mener une campagne de sensibilisation des populations. Elle sillonne les lycées, collèges et écoles primaires. Les élèves sont exhortés à s'approprier la symbolique du drapeau, ses attributs et les valeurs incarnées. Au nombre des actions, la remise de drapeaux dans les établissements et les services de l'administration. L'ONG Mouvement Cœur Blanc engage au civisme et au respect des valeurs qui font d'une nation forte et prospère. Voici le dossier de Jeanne Toubé. Notre credo doit être discipline. Notre credo doit être travail. C'est un moment important dans la vie de cet établissement, le salut aux couleurs, un rituel auquel se soumettent enseignants, élèves et personnel administratif tous les lundis durant l'année scolaire. Bienvenue au lycée moderne 1 de Boisflé. Ici, discipline et travail sont des valeurs inculquées aux apprenants et toujours rappelées devant le drapeau, dont la symbolique est une interpellation des filles et fils de la Côte d'Ivoire au sentiment national. On chante la bijonnaise. On est fiers parce que c'est notre hymne national. Ce sont les enfants. Il faut que nous soyons toujours présents pour leur inculquer certaines valeurs. Nous leur disons que nous devons venir au drapeau pour valoriser ce pays-là et surtout leur parler de la discipline. Ça me fait plaisir de voir les enfants devant le drapeau. Ils doivent comprendre qu'ils doivent être disciplinés et le pays compte sur eux. Des jeunes filles et garçons ayant l'amour de leur pays et une autre idée de son symbole, en l'occurrence le drapeau ivoirien aux couleurs orange, blanc et vert, disposé verticalement, mais encore une connaissance de son hymne et de sa devise. Les élèves de la 6e, la terminale du lycée 1 de Boisflé sont dans cette dynamique. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité, terre légion remplie de vaillance, ont relevé ta dignité. Les sentiments qui nous animent au drapeau, c'est que souvent on a un peu un sentiment de peur, quoi. Pas qu'ils vont t'appeler pour aller tirer les drapeaux. Et puis, si on choisit d'autres personnes, en tout cas, tu es satisfait. C'est un drapeau tout neuf qui flotte à l'entrée de l'administration du lycée moderne 1 de Boisflé. Il est offert par UNG basé à Boisflé, le mouvement Cœur Blanc. Une action qui vient en soutien à l'œuvre des responsables de cet établissement de mettre un accent particulier sur l'éducation civique. On a constaté que la bijonnaise est négligée et notre drapeau est négligé. Nous sommes engagés pour vous distribuer des drapeaux. Nous devons un respect total pour nos pays. En regardant ce drapeau, c'est le pays qu'on regarde. L'ONG Cœur Blanc nous offre la République de Côte d'Ivoire. Pour l'aimer, je voudrais qu'on les salue en les applaudissant. Quelques centaines de mètres plus loin, après le lycée moderne 1, la préfecture. Atmosphère de solennité. Cérémonial militaire terminé. En nom du préfet. Autorité préfectorale, la force de défense et de sécurité, directeurs et chefs de service de l'administration et un aréopage de personnalités, ils sont réunis pour la cérémonie de salut aux couleurs. Chose frappante, c'est un drapeau tout neuf aux dimensions plus grandes qui flotte sur le mât et autour duquel chacun a exprimé dans le silence et le temps du cérémonial son appartenance à la Côte d'Ivoire et toute sa fierté d'être acteur participant à son développement. C'est le moment choisi aussi par l'ONG Mouvement Cœur Blanc pour remettre des drapeaux au préfet de la région de la Marawi.
Ces drapeaux, emblèmes de la République, seront ensuite distribués aux directeurs et chefs de service de l'administration publique dans toute la région de la Marawi. Nous le faisons dans un seul objectif, amener nos parents à inculquer l'amour du drapeau à nos enfants, inciter les enseignants qui le font déjà bien à le faire davantage dans les écoles, afin que nos enfants, la nouvelle génération, soient vraiment éduqués dans ce sens-là. C'est un geste d'amour. C'est un geste de très haute portée citoyenne. Nous sommes en train de construire un pays. Chacun à son niveau, là où il se trouve, devrait contribuer à l'édification de la nation. Dans la ville de Boisflé, des centaines de drapeaux ont déjà fait l'objet d'une remise. Plusieurs structures de l'État en sont bénéficiées, à l'exemple du commissariat de police de Boisflé et l'école primaire publique Yomandibi Michel. L'ONG Mouvement Cœur Blanc invite les Ivoiriens non seulement à un engagement patriotique et civique, mais aussi exhorte les parents, les autorités éducatives, les enseignants notamment, à inculquer l'amour du drapeau à ceux à qui ils dispensent le savoir et la connaissance. Les enfants qui représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est ce qu'on doit inculquer aux jeunes. Que notre pays est vraiment beau et qu'il faut le servir avec toutes ses forces, avec toute son intelligence pour son développement. Nous tenons à faire cela une promotion pour que toute la Côte d'Ivoire soit au courant et qu'ils mettent en application notre drapeau. La remise des drapeaux, emblème de la République aux structures de l'État, un grand projet qui va toucher l'ensemble de la Marawi et à terme les autres régions de la Côte d'Ivoire. L'ONG Mouvement Cœur Blanc nourrit l'espoir que tous les citoyens respectent l'emblème national qu'est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bande verticale et d'égale dimension, lesquels représentent chacune la devise de la Côte d'Ivoire qui est l'union, la discipline et le travail. Le dossier région, valorisation du drapeau et sentiment national. Alors maintenant, dans le département de Précro, la mutuelle développement du village de Pédewa a organisé récemment la fête de la lumière. Cette célébration vient reconnaître les actions du chef de l'État pour les habitants de la localité. Nous reconnaissons savoir dans ce reportage de Jean-Yves Zadi, Kader Sokodogo. Ambiance des grands jours à Pédewa, village de la sous-préfecture d'Anouanou, dans le département de Précro. Ces populations célèbrent la fête de la lumière, un rendez-vous festif qui rassemble les filles et fils de la localité. Occasion pour le président de la mutuelle de développement d'exprimer sa gratitude au gouvernement pour cette action de grande envergure. Nous organisons la cérémonie pour reconnaître les efforts du gouvernement, du président de la République, qui chaque jour que Dieu fait montre que les populations ont raison d'avoir confiance en lui. Invité d'honneur à cette cérémonie, le député de Wangolo-Dougou, Traoré Drissa, salue les actions posées en faveur des habitants de ce village. C'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa politique d'électrification de tous les territoires nationaux. Je n'oublie pas toutes les bonnes volontés qui ont fait de ce projet leur souci majeur depuis sa mise en place jusqu'à sa réalisation. Touré Souleymane, directeur général du guichet unique de l'automobile, par ailleurs, parrain de la cérémonie, rassure les populations quant aux doléances formulées à son endroit. Nous n'avons pas peur de promettre, parce qu'à peine promis que ça se réalise. Nous savons qu'avant l'année prochaine, à notre retour ici, on viendra trouver que l'eau est arrivée à Pédewa. Cette activité s'est déroulée en présence du corps préfectoral, des cadres et guides religieux. Des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux acteurs du développement de Pédewa. En sport, la meilleure équipe du tournoi a naturellement remporté la 3e édition de la Ligue des champions féminines CAF Côte d'Ivoire 2023 devant un public acquis à leur cause. À Korogo, les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns ont battu les Marocaines du Sporting de Casablanca 3-0. Le tour de l'actualité de la semaine pour terminer du Mali à Gaza. Un retour sur les principales informations à l'international. C'est dans le 7 sur 7 avec Konaté Moussa et Herman Guivé. La Corée du Sud et les États-Unis révisent leur stratégie contre la Corée du Nord. Les ministres américains et sud-coréens de la Défense
ont révisé pour la première fois en une décennie leur accord militaire stratégique de dissuasion pour contrer la Corée du Nord, pays doté de l'arme nucléaire. L'armée malienne a annoncé mardi dernier avoir pris Kidal aux séparatistes touaregs qui tenaient depuis une dizaine d'années cette ville stratégique dans le nord du pays. La ville, bastion de la rébellion touareg, était devenue un enjeu majeur de souveraineté pour l'État central malien. La justice française a émis un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad, ont annoncé mercredi dernier des plaignants. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées à l'été 2013 en Syrie. Ce sont plus de 11 millions d'électeurs malgaches qui se sont rendus jeudi dernier aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. L'un des enjeux majeurs de cette élection était le taux de participation. Dans un contexte de vive tension, l'opposition avait appelé au boycott du scrutin. L'ex-footballeur et président sortant du Libéria, George Weah, a admis vendredi dernier sa défaite à l'élection présidentielle face à l'opposant Joseph Boakai. Des dizaines de partisans de ce dernier ont célébré les résultats en dansant devant l'un des bureaux de son parti à Monrovia. En France, le sénateur Joël Guerriau a été suspendu par son parti politique et son groupe parlementaire. Il a été mis en examen parce que soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu en vue de l'agresser sexuellement. Ce dimanche, le directeur des hôpitaux de Gaza a annoncé l'évacuation de 31 bébés prématurés qui étaient encore dans l'hôpital d'Al-Shifa. L'Organisation mondiale de la santé, qui a mené une mission à Al-Shifa, a décrit le plus grand hôpital de Gaza comme une zone de mort. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h, demain 20h. Retrouvez Fatou Fofana. Ce soir, le sage nous apprend que dans la forêt, celui qui s'égare découvre toujours de nouveaux chemins. Je vous souhaite une fructueuse semaine.